Bonsoir à tous, merci d'être présents derrière votre écran pour cette 7e cérémonie des Palmes d'Or des jeunes actionnaires organisée par la Fédération des investisseurs individuels et des clubs et les étudiants de l'EDEC. Tout d'abord, je dois remercier Benoît Grisoni qui, pour la 3e année, nous reçoit et participe à cette manifestation. Et pourquoi encore ce choix et pourquoi ce soutien, Benoît ? Écoute, merci beaucoup Charles-Henri. Écoute, le choix il est assez simple. Nous, on est très heureux de vous accueillir. Donc, je voudrais d'abord vous remercier parce que il faut remercier les partenaires qui créent finalement cet événement. Donc, évidemment, toi, la F2IC que tu représentes, Euronext, et puis l'EDEC Business School parce que c'est finalement une équipe à 4 qui permet de créer cet événement. Et c'est important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Boursorama Banque, c'est d'abord la banque des jeunes. On a pratiquement 1 million de clients qui a moins de 25 ans chez Boursorama, sur les 3,7 millions que nous avions fin mars. Donc ça veut dire qu'on a 25% de nos clients qui ont moins de 25 ans. C'est une belle performance. Mais attends, c'est pas fini. Et sur les nouveaux clients qu'on a recrutés au premier trimestre, on en a recruté à peu près 400 000, 42% ont entre 18 et 25 ans. Donc ce sont exactement les étudiants finalement qui sont représentés aujourd'hui, ceux de l'EDEC, puisque c'est eux qui jugent et qui vont nous décerner finalement ces palmes d'or des jeunes actionnaires. Donc on est vraiment la banque des jeunes. Je dirais qu'on est aussi la banque des jeunes épargnants, parce que si je regarde, on a ouvert 130 000 comptes titres cette année, donc des PEA, des PEA-PME, des comptes titres ordinaires, et à peu près 50%, c'est des moins de 30 ans qui les ont ouverts. C'est 2,5 fois plus que leur part dans le stock. Donc il y a vraiment eu ce rajeunissement dont on avait parlé d'ailleurs l'année dernière, de plus en plus d'intérêt quand même pour la chose financière, l'investissement. Donc voilà, toujours de bon augure, évidemment avec un point d'attention qui va être, mais ça vous en avez beaucoup parlé dans la table ronde qui précédait, qui était très bien là, sur quoi faire finalement dans ce contexte d'inflation. C'est vrai que là les choses tanguent un petit peu, donc il faut, mais c'est normal, on l'a jamais, je crois qu'on n'a jamais tous dit l'inverse. Il y a des moments un peu plus difficiles, il faut être en capacité à prendre un peu de diversification, être en capacité à réagir. Et puis c'est vrai que l'investissement, si on le fait de manière programmée, et plus on est jeune, plus on peut se permettre de le faire. Ce qui peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est ça finalement l'idée majeure. C'est pour ça que nous, on est très contents d'être partenaire de ces palmes d'or des jeunes actionnaires, parce qu'on est convaincus que plus on s'y prend tôt, et ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'être riche, plus on est capable à la fin d'avoir un patrimoine financier qui va permettre à chacun d'avoir des projets qu'on n'aura pas la capacité à financer si on ne s'y prend pas de ce point de vue-là. Donc nous, on est très heureux. Et puis je termine juste un point. C'est aussi un moyen pour nous d'innover, parce que je pense que les jeunes, c'est toujours important, parce que c'est ceux qui vous poussent à quand même réfléchir un peu. Et donc on a changé beaucoup de choses dans nos offres ces derniers temps, en s'inspirant de modèles qui fonctionnent plus aussi sur les jeunes, et je pense à la bourse. Il y a beaucoup d'acteurs qui font de la gratuité, qui créent aussi des produits. Et donc on a créé Bourso Market par exemple à 0 €, plus de 40 000 produits financiers. On a lancé du crowdfunding immobilier, parce qu'on voit qu'il y a une demande aussi qui commence à arriver sur ce type de support. On a toujours le PEA jeune, parce qu'on est un des rares. On est un des rares à le distribuer. Donc on fait l'effort de le proposer. Combien d'ouvertures ? On en a fait à peu près. Écoute, on doit être à 20 000 depuis le début. Voilà. Donc je pense, en part de marché, on doit être très bien. Ouais. Alors, quand tu es tout seul à vendre, c'est plus facile. Non, mais je veux dire, voilà. Donc, on essaye vraiment de garder ce cap, et on est très, très heureux de vous accueillir ici. Donc, merci à tous d'être là et à tous ceux qui ont participé à cet événement. Alors, juste une question, puisque comme vous surveillez un peu tout ce que font vos clients, depuis le 24 février, comment ils réagissent et est-ce qu'ils sont à l'affût? Est-ce qu'ils ont plutôt créé de la liquidité sur leur compte? Sur quel type de valeur ils vont? Est-ce que vous avez quelques éléments d'information Oui, tu as raison, je ne l'ai pas mentionné. Alors, ce qu'on a vu, c'est on a toujours à peu près l'activité qu'on a retrouvée avec le Covid. Vous savez, on avait fait x3 en gros par rapport à 2019. On a gardé ça en 2021. Donc 2020-2021, très très belles années, vraiment les plus belles historiques. Et là, 2022 est à peu près sur les mêmes bases. Alors avec des mois beaucoup plus volatiles. Par exemple, avril était assez calme, mai était plutôt assez actif. Il y a un attentisme qui s'est un peu créé, c'est vrai, tu as raison, il y a eu un peu des poches de liquidité qui se sont créées. Et globalement, on n'a pas vu en tout cas de différence dans la nature des investissements. Tu vois, je ne peux pas te dire qu'il y a un secteur ou un marché qui a été particulièrement mis en avant. Ce qu'on constate et qui est plus difficile à expliquer, c'est évidemment plutôt ce qui s'est passé côté obligataire, puisqu'on a beaucoup de clients qui peuvent avoir des produits de type défensif
Et où là, c'est vrai que finalement, on pensait parfois que ça pouvait être un peu refuge, puisque depuis, je ne suis pas spécialiste, mais 30 ans ou au moins, on n'avait pas connu cette espèce de corrélation totale entre la moins-value finalement sur le marché obligataire et celle sur les actions. Et là, il y a une difficulté aussi pédagogique à expliquer le phénomène qui était cette remontée très brutale des taux qui évidemment n'avait pas été anticipée et qui a créé cet élément-là. Donc ça fait partie des éléments de réorientation qu'on est en train de voir, c'est-à-dire des clients qui étaient sur du défensif et qui se disent finalement si c'est pour avoir des moins-values, en tout cas même si c'est ponctuel, même si c'est à relativiser sur une très longue période, mais globalement ils vont, ce qui peut paraître paradoxal, reprendre peut-être un peu de risque dans un marché où on peut avoir des opportunités. Remettre un peu d'audace dans leur portefeuille. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous. Alain Battens, vous représentez donc Euronext et donc c'est la... non, en fait vous êtes un des premiers soutiens de ces Palmes d'Or puisque vous êtes là depuis le début, Euronext. Pourquoi cette fidélité ? Écoute, je dirais c'est presque un devoir pour nous parce que pour différentes raisons. Pour une raison déjà, c'est que cet événement est tellement organisé de façon très professionnelle, avec des partenaires vraiment d'excellence. Et on voit que c'est super sympa de pouvoir transmettre et partager son expertise de la bourse auprès des jeunes actionnaires également, et tous les actionnaires individuels notamment aussi. Donc ça, l'exercice de pédagogie elle est très importante. Il y a également une chose qui est très importante, c'est mettre en valeur en fait les sociétés qui font vraiment l'exercice comme il le faut en termes de communication, en termes de performance, etc. Et que ce soit mis en valeur par les jeunes actionnaires, c'est encore mieux. Donc du coup, pour nous, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir travailler avec l'EDEC, avec F2IC, avec Boursorama, sur ce beau projet maintenant depuis plusieurs années. Et je voudrais dire également que la bourse, c'est pas un casino, c'est que c'est important aussi de pouvoir s'engager dans une démarche d'investisseur avec de bonnes bases. D'où l'importance de transmettre cette expertise. Comme Stéphane Boujnah l'a dit également, donc la bourse, c'est la maison commune de la croissance. Et c'est vrai, c'est tellement démocratique. Ça permet à chaque actionnaire, chaque jeune actionnaire également, de devenir copropriétaire d'un projet de création de valeur. Qui n'est qu'offert finalement avec la bourse. Donc c'est important pour nous de rester partenaires également de ce bel événement. Merci. Donc là, maintenant, je vais passer la parole à Daniel Aguet. Donc Daniel qui surveille, chapeaute, enseigne, encadre ces jeunes étudiants depuis... on était à la 7e édition, donc la première a eu lieu en 2016, je me souviens. À la Bourse de Paris d'ailleurs. Non, c'est pas grave, mais oui, peut-être. C'était avec notre président actuel, puisqu'il était ministre de l'économie à l'époque. Donc, il était revenu remettre ses premières palmes d'or. Un petit mot sur la méthodo ? Oui, effectivement. Si je devais sous-titrer l'événement, j'appellerais ça Génération Actionnaire. Je trouve que ce n'est pas un mauvais titre. Donc la méthodo, c'est quoi ? En fait, l'idée générale, c'est de mettre en avant des titres, des entreprises qui ont la faveur et la reconnaissance d'un public d'actionnaires et d'un public d'actionnaires jeunes. Et on a une méthodologie qui a un petit peu évolué, qui repose en 2 temps. On a pris une population de départ qui est le SBF 120, que tous les boursiers connaissent, qui est un indice boursier assez classique, un peu plus large que le CAC 40, un peu plus large que ce qu'on faisait les années précédentes. On a passé ces 120 titres du SBF 120 à une moulinette qui est informatisée, qui permet de sélectionner les meilleurs titres en termes de rentabilité rapportés au risque de perte. Donc on a pris en compte la rentabilité sur plusieurs périodes, 5 ans, 10 ans, 1 an, le tout divisé par le risque moyen de perte, qui est en fait la perception du risque la plus importante pour un individu, parce que ce qu'il veut éviter, évidemment, c'est la perte. Et on a sélectionné donc un échantillon de titres sur 1 an, 10 ans et 5 ans, sur la base de rentabilité divisée par risque de perte. Et une fois qu'on a eu ces 15 titres, cet échantillon de 15 titres, on a fait intervenir un jury qui est organisé par notre équipe que je salue, que vous allez voir dans quelques minutes. Et ce jury a sélectionné sur des critères beaucoup plus qualitatifs
les titres qu'ils considèrent comme étant les plus représentatifs des grandes catégories qui ont été sélectionnées, comme la performance, la pédagogie, la communication, etc. Et donc, on a une grille d'analyse qualitative de bien meilleure qualité qui est assez précise et qui permet, de sélectionner dans l'échantillon qu'on a sélectionné, quels sont les titres qui vont avoir les différentes palmes. Et c'est exactement à ça qu'on va s'occuper dans les minutes qui viennent. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, messieurs, de votre présence, de votre accueil. Benoît, merci. Et de votre soutien, Alain. Bravo, Daniel, pour tout le boulot que tu fais avec tes étudiants pour arriver à... Bravo à eux aussi, vous allez les voir dans quelques minutes. Ouais, mais bravo, merci aux partenaires déjà, et bravo à eux parce qu'ils ont fait un énorme boulot. Voilà, et donc là maintenant nous allons donc remettre les 5 prix. Donc il y a la palme de la performance, la palme de la pédagogie, la palme de la communication. Il y a un prix coup de cœur. Et puis, bien évidemment, il y a toujours une palme d'or. Et donc, on mettra en dernier la palme d'or. Voilà. Et donc, il y a un petit film d'introduction. Et maintenant, on va passer la parole aux étudiants. Merci. Bonjour, je m'appelle Romain Poher, je suis étudiant en M1 LEDEC. La palme de la performance récompense l'entreprise qui a été la plus performante sur les 10 dernières années. Pour choisir l'entreprise gagnante, nous nous sommes basés sur 2 indicateurs. Le premier est un indicateur comprenant de l'information sur la rentabilité et le risque associé à un titre. Et le deuxième indicateur comprend de l'information sur le comportement du titre pendant les périodes de crise. À très bientôt pour connaître les grands gagnants des Palmes d'Or des jeunes actionnaires 2022. Bien, bonsoir. Donc, c'est Romain Poher qui vient remettre la Palme d'Or de la performance. Et donc, expliquez-nous ce qu'est la Palme d'Or de la performance. Bonjour Charles-Henri, merci beaucoup de votre présence et bravo à Téléperformance pour une victoire sur la Palme de la Performance. La Palme de la Performance... Le nom est bien choisi en plus. Hein. Ça fait sens. Ça fait sens. La Palme de la Performance donc, récompense l'entreprise qui a été la plus performante en se basant sur un sortino ratio, comme je l'ai dit auparavant. Et donc Téléperformance... Pour vous récapituler leur performance, c'est un multiple de 26 entre début 2012 et début 2022, soit un taux de rendement interne d'environ 40%, en incluant bien sûr les dividendes. Bravo à Téléperformance. Et donc je vous remets la première des palmes. Félicitations. Merci beaucoup, Romain. Et donc, nous recevons M. Nguyen, qui est donc le responsable des relations investisseurs et de la communication financière de Téléperformance. Tout à fait. Alors, merci Romain. Je vais dire quelques mots. Oui. Sur d'abord présenter aussi peut-être un peu Téléperformance, puisque tout le monde ne connaît pas forcément Téléperformance. Alors Téléperformance est le leader mondial de la gestion externalisée de la relation client. C'est un peu long, mais c'est finalement extrêmement simple. Quand on la résume ainsi, on aide des sociétés, des grandes marques, des administrations à répondre aux questions de leurs clients, des citoyens, et ça 24 heures sur 24, partout dans le monde. On est présent dans 88 pays. On emploie 420 000 personnes. C'est beaucoup de personnes. Voilà. Et je suis sûr que les uns les autres, dans leur quotidien, ils ont eu affaire, sans le savoir, à des personnes de Téléperformance qui travaillent pour le compte de très grands groupes, de très grandes marques bien connues. Et c'est un chiffre d'affaires de... Alors, l'année dernière, en 2021, le chiffre d'affaires, c'était à plus de 7 milliards, 7 milliards 1 d'euros. C'est une belle histoire. Il y a 10 ans, le chiffre d'affaires était aux alentours de 2 milliards. Donc, c'est une belle progression. Ça fait une belle progression, absolument, absolument. Et vous êtes coté depuis combien de temps ? Alors, on est coté depuis bien longtemps. 80, dans les années 80, mais Téléperformance à cette époque-là, c'était une entité extrêmement très très différente, beaucoup plus petite, avec des activités variées. Téléperformance s'est développée dans les activités de télémarketing au début, puis s'est diversifié dans de nombreuses autres activités, toujours au service du client. Aujourd'hui, nous rencontrons le grand défi et aussi les opportunités de la digitalisation. Et nous surfons dessus pour atteindre cet objectif d'améliorer la satisfaction des clients, de maximiser la satisfaction des clients pour le compte de nos partenaires. Voilà. Romain, vous avez une question ? Effectivement, j'aimerais vous poser 2 questions. Oui.
La première, une question d'actualité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la cession donc, de 26 000 titres de votre PDG en avril dernier? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le pourquoi du comment? C'est une question technique parce que Daniel Julien, donc, notre président-directeur général, a vendu ces titres pour des raisons fiscales dans le cadre de l'attribution d'un plan d'action de performance. Voilà, qui a été mis en place en 2019. D'accord, merci beaucoup. Et ma deuxième question, est-ce que vous pourriez nous partager un petit secret pour pouvoir avoir un titre aussi performant et surtout aussi stable dans le temps à nos spectateurs? Je pense que les clés de la réussite de l'histoire Téléperformance, ça se résume en 3 mots. Hein. Je choisis 3 mots, alors qu'il ne peut rien avoir plus. Vision, agilité, passion. Je crois que c'est 3 mots aussi qui définissent bien le caractère de Daniel Julien, qui a réussi une belle performance depuis 40 ans, date de création de 78, date de création de Téléperformance. Voilà. Et 2022, dernière question, 2022, on est sur la même pente? 2022, nous, on a des objectifs, on est confortable. Ce sera une année, comme le disent nos objectifs annuels, une année de croissance, encore une fois. Bravo. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à la palme de la pédagogie. Et donc, nous allons accueillir Bastien Debru. Bonjour à tous. Je suis Thierry Goddy, je suis le directeur général délégué de Téléperformance, notamment en charge des finances. Je voulais, par cette petite vidéo, vous remercier d'avoir distingué notre société pour la Palme d'Or de la performance. En effet, le groupe dont la valeur de l'action était de l'ordre de 16 € il y a 10 ans a maintenant explosé de façon très significative et je crois que ça a été remarqué par vos équipes et par l'ensemble du comité qui a travaillé sur ce sujet. Et je pense que c'était effectivement remarquable. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que avec cette croissance de résultats est associée aussi une amélioration très significative de notre empreinte de carbone et de notre approche gouvernance solidaire auprès de nos employés. Comme vous savez, le groupe emploie 420 000 personnes dans le monde, dans 88 pays, et évidemment, cette force de travail constitue notre actif le plus important. Et savoir que sur le plan CSR, sur le plan gouvernance et ESG, nos actions sont reconnues, aide évidemment à entretenir une force de travail très très bonne. Donc voilà, ces 2 points me paraissent absolument satisfaisants. Troisième point qui me paraît aussi satisfaisant et notable, c'est de voir que en fait, des jeunes, comme vous, dans votre école, s'intéressent à la bourse, s'intéressent à ces mécanismes, s'intéressent à cette fonction qui en fait est essentielle pour financer les entreprises et les aider dans leur potentiel de croissance, ce qui a été notre cas depuis maintenant plus de 20 ans. Notre société est détenue à 100% par le marché et savoir que ce dernier nous supporte est évidemment très important. Et encore plus savoir qu'à l'intérieur de ce marché, des jeunes générations s'intéressent à la bourse et à notre société nous rend évidemment très fiers. Merci de votre distinction et à très bientôt. Au revoir. Bien, donc maintenant nous allons passer à la palme de la pédagogie et vous allez avoir une nouvelle vidéo qui va vous présenter ce qu'est cette palme de la pédagogie. Bonjour à tous, je suis Bastien Debru, étudiant en Master 1 Finance à l'EDEC. La palme de la pédagogie récompense l'entreprise ayant fait le plus d'efforts d'information pour leurs actionnaires. La communication en ligne pour les actionnaires, la présence de webcasts pour les actionnaires ou bien la présence de conseils apportés aux futurs investisseurs sont autant de critères que nous avons pris en compte pour l'attribution de cette palme de la pédagogie. En live, direct sur le plateau, qui donc va remettre cette palme de la pédagogie à L'Oréal. Bravo. Et donc Christian Munich, qui est responsable des actionnaires individuels, est là pour recevoir le prix et expliquer pourquoi L'Oréal fait autant de pédagogie, ou en tous les cas est perçu comme étant très pédagogue sur ce sujet auprès des jeunes.
Écoutez, merci beaucoup. Déjà, on est très, très heureux et très fiers d'être récompensés par des jeunes qui sont bien évidemment l'avenir pour nous. Et ça récompense tout le travail de la communication financière du groupe, avec quelques belles réalisations cette année, comme un MOOC avec Investir en Action avec quelques autres grandes sociétés du CAC 40, avec notre appli L'Oréal Finance, qui est consultée, qui a été téléchargée plus de 68 000 fois. Et puis, on est très fiers de notre CFO, qui est le deuxième CFO du SBF 120 le plus actif sur LinkedIn. Voilà, donc merci beaucoup. Et vraiment, on est très contents parce que les jeunes, ce seront nos actionnaires de demain. Et on espère aussi très vite les talents chez L'Oréal. Bastien, vous avez une question? Oui, moi j'avais une question. Donc, quelle est votre stratégie future concernant les cosmétiques masculins qui se développent de plus en plus? Merci. Alors, les cosmétiques masculins, on dit que c'est à peu près 10% du marché. C'est un peu sous-estimé parce que les hommes, très souvent, prennent les produits, en se cachant ou pas d'ailleurs, qui sont dans les salles de bain et qu'ils n'ont pas forcément achetés. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est un marché qui se développe beaucoup dans certaines régions du monde plus qu'ailleurs, comme en Asie par exemple, où le maquillage des hommes n'est pas un tabou. Donc, on dit chez L'Oréal, c'est rien que la beauté, mais toute la beauté. Et donc, on est présent sur ce marché. Et on a d'ailleurs des marques qui ont des lignes spécifiques hommes, comme Biotherm, par exemple, que je vous recommande. Bien, merci. Alors, moi, j'ai une question sur la démocratie actionnariale. Oui. On vient de passer 2 ans de Covid où les AG étaient à huis clos. Cette année, les AG ont eu lieu en présentiel. Est-ce que l'année prochaine, notamment. Est-ce que l'année prochaine, on pourra avoir des AG en phygital, comme on dit, physique et digital? Et à ce moment-là, est-ce que les actionnaires de L'Oréal pourront voter en direct de chez eux pour l'Assemblée générale de L'Oréal? Alors, parce que ça, c'est un élément très important dans la démocratie actionnariale, oui, pour justement permettre aux actionnaires d'avoir cet effet sociétatis et donc d'être partie prenante et de participer quand même au moment fondateur de l'entreprise, d'avoir le compte-rendu et à partir de là de voter directement au cours de l'AG. Mais bon, ceux qui sont à Marseille ne vont pas forcément venir au siège de L'Oréal à Paris et donc ils pourraient peut-être le faire de leur bureau ou de leur fauteuil. Alors, nous, chez L'Oréal, on essaye de jouer au maximum ce que tu appelles la démocratie actionnariale. On a retransmis en direct, ouvert l'Assemblée générale en physique cette année, ouvert des chats, etc. On a été un peu déçus par l'utilisation de ces chats et de la vision digitale, mais peu importe. Mais il faut que ça s'installe. Il faut que ça s'installe, absolument. Donc, sur le principe, on est pour. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas faire prendre de risques juridiques tant que le cadre juridique n'est pas bien établi. Un exemple, on sait qu'on ne doit pas empêcher un actionnaire d'assister à l'Assemblée générale, que ce soit en physique ou en digital. S'il y a un problème de coupure de courant ou je ne sais quoi, il ne faut pas qu'on prenne un risque d'annulation de l'Assemblée générale. Donc une fois que ces cadres légaux auront été bien précis, bien précisés, si, c'est très important, à ce moment-là, bien évidemment, on ira. Mais tant qu'il y a des incertitudes là-dessus, ce serait un peu aventureux d'y aller. Bon. On est pour au global. On pourra en parler parce que des discussions avec l'AMF et la Direction générale du Trésor sur ce sujet. On a aussi. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc maintenant, nous allons avoir la vidéo d'Henri Mestralet qui va nous présenter la palme de la communication. Merci. Bonjour, je m'appelle Henri Mestralet et je suis étudiant à l'EDEC Nice en finance. La palme de communication récompense l'entreprise dont les outils de communication ont été jugés les plus pertinents. Cette palme s'appuie sur différents critères, comme la fréquence de publication sur les sites Internet ou sur les réseaux sociaux, la qualité de son site Internet ou bien le mécénat. Bien, merci. Donc Henri Mestralet, qui est étudiant à l'EDEC, qui vient de le dire, à Nice, vient donc remettre la palme de la communication à Hermès.
Bravo. Et donc Hermès est représenté par Carole Dupont-Pietri, qui est chef de la relation investisseur, et par Mathieu Luguez, qui est dans son équipe aussi, qui est Investor Relation Manager, comme on dit, à l'anglaise. Tout d'abord, un très grand merci. On est très fiers de recevoir cette palme. C'est la deuxième année et on est particulièrement heureux de ce prix sur la communication. On est particulièrement heureux du vote des jeunes aussi et de leur intérêt auprès des entreprises aujourd'hui. Donc un grand merci tout d'abord. Et on est particulièrement heureux aussi de cette récompense sur tous les efforts qu'on a mis en place. Les périodes de Covid nous ont notamment permis d'accélérer toute la digitalisation de la communication envers nos actionnaires, que ce soit sur la plateforme Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, les tweets, LinkedIn qui relaient systématiquement les informations importantes de la maison. Et puis une particularité chez Hermès qui est d'aller aussi à la rencontre de nos clients et de nos actionnaires en physique, bien sûr lors de l'Assemblée Générale, mais aussi lors de beaucoup d'événements. Un grand merci. Oui, c'est la deuxième année que vous êtes récompensé. Avec vraiment beaucoup de fierté, encore une fois. L'année dernière, on est rentré dans ce classement et dans ces votes, donc on est particulièrement heureux d'avoir de nouveau et pour la deuxième année consécutive cette récompense. Henri, vous avez une question pour oui, j'ai une petite Mathieu. Question. Donc, monsieur, quels sont vos efforts en termes pour la volonté d'accentuer vos efforts en termes de développement durable, par exemple? Nous allons répondre à deux sur le sujet. Tout d'abord, c'est un point essentiel pour la maison Hermès. La maison Hermès, avant toute chose, c'est un modèle artisanal dans lequel les valeurs de durabilité sont très fortes au sein de tous nos projets, de tous nos objets et pour les équipes. Donc c'est des préoccupations qui existent depuis déjà très longtemps, que ça soit sur la création, l'éco-conception, le faible utilisation d'énergie, la réduction des émissions de CO2. On a déjà intégré tous ces éléments-là, la biodiversité dans nos matières et dans nos créations, la diversité, un impact social le plus fort possible, avec un objectif qui est de laisser la plus faible empreinte possible pour nous. On a cette culture qui est très ancrée, mais qui ne suffit pas, puisqu'on souhaite avoir des objectifs extrêmement ambitieux sur le sujet. Et donc vous avez pu voir que cette année, on a amélioré nos objectifs de réduction d'émissions de CO2 validés par le SBTi notamment. Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose? Écoutez, sur la gouvernance peut-être? Écoutez, c'est pareil, sur la gouvernance, on est une maison qui a bientôt 200 ans d'histoire, donc on continue avec la... Et je pense que pour les actionnaires aussi, ce qui serait intéressant, c'est qu'on n'est pas juste sur l'année prochaine ou ces 10 prochaines années, mais c'est vraiment la transmission à la prochaine génération de membres familiaux. D'accord. Très bien. En tous les cas, bravo. Merci à vous pour cette palme d'or de la communication et peut-être à l'année prochaine. Mais on peut peut-être laisser la place à d'autres aussi. Mais bon, si vous êtes toujours aussi performant, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas là. Très bien. En tout cas, merci. Donc là, maintenant, nous allons passer à la palme coup de cœur des étudiants. Et donc, il y a une vidéo de Sarah Rousseau qui va nous expliquer comment a été décernée cette palme. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis étudiante en deuxième année du bachelor de l'EDEC. La palme coup de cœur récompense l'entreprise favorite des étudiants. Elle représente le vote des étudiants parmi une présélection d'entreprises faite par notre jury. Cette palme s'appuie sur un sondage réalisé sur les réseaux sociaux auprès des jeunes issus de différentes écoles d'ingénieurs et d'universités, au nombre de plusieurs centaines. Les étudiants ont choisi le titre le plus attractif et le plus prometteur selon eux et selon des critères de sensibilité personnelle. Avec Raphaël Van Verbeek, qui est aussi étudiant à Nice. Et alors, expliquez-moi quand même, au-delà, parce qu'on est toujours dans la méthodo et qu'on est sur le coup de cœur, on va faire patienter un peu nos internautes de savoir qui est le regagnant de cette palme d'or coup de cœur. Mais parmi les votants, il y a quelques caractéristiques qui m'ont fortement impressionné et j'aimerais avoir un peu ces deux chiffres qui m'intéressent particulièrement.
Alors effectivement, on a regardé le vote des étudiants. Et parmi les votants, 51% ce sont des femmes. Donc on va dire que c'est le vote des étudiantes. À 51%, oui. Et 40% des votants, ce sont des étudiants qui ne sont pas issus d'une formation de finance. Donc on a des écoles littéraires, des écoles d'art, bon, beaucoup d'écoles d'ingénieurs quand même. Ah, ça va peut-être expliquer pourquoi le gagnant. Dans une grande partie, oui. Et donc la Palme d'Or du coup de cœur est attribuée à Capgemini. Bravo. Merci. Et donc nous avons Patrick Massoni qui est donc responsable des relations investisseurs au sein du groupe Capgemini. Bonsoir Charles-Henri, bonsoir Raphaël et Sarah. Pardon. Eh ben, je suis très heureux d'être là au nom de Capgemini pour recueillir cette palme qui nous tient particulièrement à cœur, c'est qu'à le dire, pour une palme coup de cœur, parce qu'elle vient d'étudiants et Capgemini est un groupe qui recrute beaucoup d'étudiants chaque année. Donc c'est important pour nous d'avoir cette visibilité et cette reconnaissance. Donc merci encore. Vous avez une question, Raphaël ? Oui, bien sûr. Du coup, vous avez été, comme vous l'avez dit, élu coup de cœur des jeunes. Selon vous, quelles actions menez-vous auprès de ces jeunes et qui pourraient expliquer cet engouement ? Merci Raphaël. Alors effectivement, nous avons une visibilité qui est forte, mais qui est liée à notre modèle opérationnel. Nous sommes un groupe de plus de 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, majoritairement des jeunes qui nous rejoignent, en tout cas en grande partie en sortie d'école. L'âge moyen dans le groupe est de 33 ans et que nous accompagnons ensuite, que nous formons aux technologies, aux nouvelles technologies et aux services en technologie. Donc le positionnement du groupe, ce sont des services de technologie qui est déjà en tant que tel attractif auprès effectivement de la jeune génération. Et nous avons également une activité de conseil en stratégie qui est également une autre activité phare du groupe et qui intéresse en général beaucoup tous les diplômés des écoles auxquelles on s'adresse. Donc nous sommes très présents évidemment auprès de ces écoles, dans les forums et toute forme de communication. Nous avons une visibilité aussi dans les médias attachés à nos métiers. Et de ce fait, quand vous voyez des étudiants, est-ce que vous leur parlez de l'action Capgemini ? Alors, ce n'est pas notre priorité, très sincèrement. D'abord parce que le groupe est un groupe du CAC 40, donc je pense que nous avons déjà une notoriété en la matière. L'intéressement et l'association des collaborateurs aux résultats et à la performance est une dimension très importante dans le groupe. Nous avons chaque année un plan d'actionnariat salarié et qui est en général très largement souscrit. Donc c'est quelque chose que les jeunes qui nous rejoignent découvriront. Et je dirais, nous n'avons pas besoin d'utiliser cet argument. Nous avons d'autres atouts à faire valoir. Sarah, vous avez une question ? Comment vous faites pour attirer plus de femmes chez Capgemini ? Alors, merci Sarah pour cette question qui est aussi très importante. Les enjeux de diversité sont d'autant plus critiques pour le groupe que nous avons des filières de formation, notamment les écoles d'ingénieurs où malheureusement la gente féminine est un petit peu moins bien représentée. Donc nous avons pour l'ambition d'atteindre d'ici 2025 40% des effectifs composés de femmes, contre 36% aujourd'hui, et nous avons augmenté de 2 points ce taux l'année dernière. Alors comment nous arrivons à progresser ? Eh bien, en partie, je pense, notre politique de flexibilité du travail que nous avons mis en place suite à la pandémie est aujourd'hui un facteur d'attractivité. Ça donne une grande facilité d'organisation, notamment pour les jeunes mères de famille. Mais plus généralement, nous prenons des engagements forts pour la diversité, notamment la diversité de genre. Et je pense que l'environnement qu'offre Capgemini, environnement inclusif, est un facteur d'attractivité, en particulier effectivement auprès des femmes. Et en termes de gouvernance, vous êtes au quota de la loi Zimmermann-Copé ? Alors on est à 42% à l'issue des évolutions du conseil d'administration, donc on est au-delà du seuil, mais c'est quelque chose sur lequel nous sommes effectivement aussi vigilants, la diversité des profils et des expériences du conseil d'administration. Donc la diversité de genre en fait partie parmi d'autres critères comme l'internationalisation ou l'expérience sectorielle. Très bien. Et bien, en tous les cas, merci à vous trois pour cette palme d'or coup de cœur, donc attribuée par un vote d'un public large d'étudiants et pas que par l'EDEC. Donc ça, c'est un point très important. On élargit notre champ et on essaye d'essaimer ces palmes d'or
au-delà de l'EDEC. Et donc maintenant, eh ben, voilà, on va passer à la Palme d'Or globale. Nous avons donc une vidéo de Benedetta De Luca qui va nous présenter cette Palme d'Or. Ciao, sono Benedetta, studio Finanza EDEC. La Palme d'Or, c'est la palme la plus prestigieuse du palmarès qui est remise à l'entreprise qui a mieux performé sur les critères quantitatifs et qualitatifs que nous, en tant que jury, avons sélectionnés. Bon. Donc, Benedetta, qui gagne cette année? C'est Pernod Ricard cette année-là. Donc, félicitations. Et donc, nous accueillons Florence Tressarieux, qui est donc responsable de la trésorerie et des relations investisseurs. Et malheureusement, on ne m'a pas mis votre nom. Charlie Montet, responsable des relations investisseurs. Aussi, très bien. Bravo, félicitations. Et on aurait une question? D'abord, comment vous recevez ce prix? Merci beaucoup. On est très flattés de recevoir ce prix. Et on avait déjà reçu un prix l'année dernière, mais pas la Palme d'Or. Donc, on n'a fait que s'améliorer. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir reconnu nos efforts. On est ravis, effectivement, de pouvoir targeter aussi des jeunes actionnaires et puis des jeunes talents. Je pense que quelqu'un avait déjà fait cette remarque et c'est aussi important pour nous. Donc, un grand merci. Vous avez une question, Bénédicte? Alors, vous que Pernod Ricard est une entreprise plutôt familiale avec une base actionnariat plutôt familiale. Et alors, quelles sont les conséquences sur la stratégie long terme? Du coup, je vais commencer, puis je laisserai Charlie compléter. En fait, alors, on n'est pas une entreprise familiale, parce qu'on a un actionnaire familial important, mais on est une entreprise cotée et avec un flottant de l'ordre de 80%. Oui, vous avez quand même un actionnaire de référence. On a un actionnaire de référence, exactement. Alors, je pense qu'effectivement, ça influe sans doute sur la stratégie et sur la perspective qu'on donne à nos actionnaires et qu'on donne à nos employés, enfin, à l'ensemble de nos stakeholders. On s'inscrit dans le temps. En fait, Alexandre Ricard est le petit-fils du fondateur. Il a pris la succession de son oncle. Je pense que ça inscrit notre stratégie sur un temps qui est plus long, notamment parce qu'il y a une stabilité du management. Et puis, je pense que sur des enjeux, notamment de RSE, et Charlie, je te laisserai commenter, je pense que ça les inscrit dans une tradition familiale et dans une tradition patrimoniale qui prennent tout leur sens. Je te laisse peut-être... Oui, juste quelques mots sur la stratégie RSE. On a une ambition RSE très forte avec des objectifs à 2030. Les objectifs, ce n'est pas seulement du court terme sur le chiffre d'affaires et la marge à 3 ans. On a aussi des objectifs de très long terme. Et sur les aspects RSE, on a aussi commencé il y a très longtemps. Paul Ricard, le fondateur de Pernod Ricard, a par exemple créé l'Institut océanographique il y a de très nombreuses années. Donc voilà, on s'inscrit dans cette vision à très long terme. Bien, bravo, félicitations. C'était intéressant ce que vous dites parce que hier j'étais à Nantes où j'animais aussi un débat avec 3 sociétés. Donc il y avait Bouygues, le groupe SEB et Wendel. Donc c'était aussi les entreprises avec un actionnariat familial. Et j'ai noté que Wendel m'a expliqué que ça faisait 300 ans qu'ils existaient et qu'ils sont cotés depuis 1859. Ouais. Voilà, et que donc le long terme, ils savaient ce que c'était et que donc les aléas des marchés, ils connaissaient et qu'à chaque fois, ils existaient encore malgré les différentes crises. Et donc la stabilité de cet actionnariat permettait justement de voir à long terme. Mais ce n'est pas forcément un gage. C'est un point important par rapport à d'autres émetteurs et d'autres sociétés. Voilà, en tous les cas, bravo, et peut-être encore à l'année prochaine, mais là, la marche est déjà assez haute, il faut rester stable. Voilà, vision le long terme. Donc, on va terminer cette cérémonie en vous parlant aussi, parce que là, on vient de parler de l'ESG. Donc, il y a une palme ESG, mais elle n'est pas remise ce soir. Elle est remise le 8 novembre prochain dans le cadre des Investor Awards qu'organise Boursorama. Et je vais laisser Romain Power vous présenter le méthodo de cette palme ESG et je reviendrai sur les 15 sociétés qui ont été sélectionnées pour participer à cette palme. La palme ESG est remise à l'occasion des Investisseurs Awards de Boursorama. Elle est fondée sur 3 types de critères. Premièrement, des critères de type environnementaux, avec par exemple la neutralité carbone d'une entreprise. Des critères de type sociaux, avec par exemple le mécénat. Et enfin, des critères de type gouvernance, comme par exemple la parité au sein des organes de direction de l'entreprise. Bien.
Eh ben, merci beaucoup. Donc, maintenant s'achève cette cérémonie, la 7e cérémonie des Palmes d'Or des jeunes actionnaires organisée par la F2JC et l'EDEC. Je vous donne les 15 sociétés sélectionnées pour les Palmes ESG. Donc, il y a Kering, ce n'est pas du tout dans l'ordre alphabétique. Hein. Kering, Schneider Electric, Orange, Michelin, Société Générale, Alstom, L'Oréal, Safran, ST Micro, Hermès International, Saint-Gobain, Engie, Veolia et Pernod Ricard qui vient d'en remporter la Palme d'Or. Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à participer aussi aux travaux de la F2JC, donc en vous inscrivant sur le site de la F2JC, f2ic.fr, et plus on sera nombreux au sein de la fédération, plus on pourra faire porter la voix des actionnaires individuels et des investisseurs qui mettent de l'audace dans leur épargne. Eh bien, merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à cette 7e cérémonie et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.